Ah oui, elle avait chanté ça aussi. Vanessa oui, surprise. Bon, alors lui, il est bien réel, c'est Philippe Collignon, il s'intéresse à votre jardin en général, et en particulier cette fois-ci, il vous dit qu'il suffit de consulter un catalogue, vous faites votre choix sur le catalogue, ensuite vous allez dans le magasin pour trouver le produit qui correspond. Ben ça, c'est fini. Vous faites ça sur, parce que vous êtes 2.0 évidemment, vous faites ça maintenant sur un grand écran, c'est virtuel. Mais ce qu'on voit, c'est la même chose que sur le catalogue, ou c'est encore mieux même, c'est en 3D? C'est encore mieux, c'est tout à fait nouveau, c'est un croisement entre un vrai jardin et une boutique en ligne. Vous allez vous balader selon vos préférences dans un jardin qui existe vraiment, mais chez vous, assis tranquillement. Et vous allez voir des plantes qui vont défiler devant vous. Vous pouvez aller à droite, à gauche. C'est vous qui commandez votre marche dans ce jardin. Il y a à peu près une trentaine de jardins référencés, méditerranéens, tropicales, exotiques, désertiques, etc. Ah bon, c'est pas par ordre alphabétique. Par exemple, je dis je veux telle plante, alors vous tapez et elle apparaît. On peut le faire. On peut le faire. Vous voulez de l'oranger du Mexique, vous tapez oranger du ça, Mexique. Justement. Vous tombez sur l'oranger du Mexique. Mais l'oranger du Mexique, c'est pas l'oranger du Mexique, c'est l'oranger du Mexique intégré dans un jardin avec d'autres plantes. Parce que souvent, lorsqu'on est en jardinerie, on a le petit oranger du Mexique comme ça qui vous dit on sait pas on va avec qui il pourrait vivre. Je vais avec qui on ne sait pas. Donc là, on sait avec qui il va, avec la céanote, avec la marguerite ou avec la pensée. Et là, vous avez vraiment la plante qui a grandi, qui a 5 à 10 ans. Ah oui, la taille. La taille, vous avez la floraison et vous avez l'ambiance du jardin que vous pouvez reproduire chez vous. Regardez, c'est tout simple. Le concept est de découvrir toutes les semaines un nouveau jardin en 360 degrés et de pouvoir acheter les plantes et les éléments du jardin directement sur le site. L'idée de départ, c'est de rendre les sites dédiés au jardin plus innovants, plus accessibles et plus visuels. Parce que la majorité des sites en ligne sont des sites assez pauvres visuellement et donnent pas du tout envie de venir dans l'univers du jardin. L'idée est que toutes les semaines, vous puissiez découvrir un nouveau jardin en ligne en 360 degrés, pouvoir cliquer sur les plantes ou le mobilier du jardin et ensuite acheter directement auprès d'un pépiniériste ou aller le chercher en jardinerie. On fonctionne comme un magazine, c'est-à-dire qu'on va faire des shootings dans un jardin en premier, ensuite on va créer le monde virtuel par rapport à ce shooting de jardin et ensuite on va coder le développement du site pour le rendre e-commerce et nouer des partenariats avec les pépiniéristes par la suite. On focus essentiellement sur les plantes, sur le détail des plantes, la beauté de la plante elle-même et on a tout un studio qui nous permet de réaliser des photos. On a développé pas mal de nouveautés qui sont déjà un nouveau design qui permet de rendre la technologie 360 beaucoup plus intuitive. On a la fonction de recherche par plante qui permet, une fois qu'on a choisi sa plante, d'aller la voir dans différents jardins. Et enfin, on a la possibilité de voir le jardin évoluer en fonction du printemps et de l'automne. 2 étapes du jardin qui sont très importantes pour tous les gens qui sont dans le métier. Dans l'équipe, on a un paysagiste qui s'occupe de sélectionner les jardins en France et qui va, par ses contacts et son réseau, nous trouver les plus beaux jardins en France, que ce soit des jardins de particuliers, des jardins publics ou des jardins d'hôtels, de restaurants, etc., etc. Pour le e-commerce, on fonctionne de 2 manières. On offre la possibilité aux gens d'acheter directement en ligne et de se faire livrer. Les prix sont les mêmes que les jardineries qui existent sur Internet. Et la deuxième solution qu'on propose est le fait de pouvoir faire son panier en ligne et de pouvoir aller le chercher dans les jardineries partenaires en France. L'objectif pour cette année, c'est de pouvoir permettre aux gens de découvrir des jardins un peu partout en Europe et de pouvoir acheter les plantes qu'ils voient dans ces jardins. Qu'on soit en Angleterre, en Hollande, en Espagne, en Italie, qu'on ait accès à un catalogue de jardins très large et divers. Il y a autant de variétés que sur un catalogue normal, papier. Autant de variétés. Donc ils se baladent partout. Là, dans le monde entier. Dans le monde entier, vous pouvez avoir des jardins italiens, espagnols. En expliquant si ça peut vivre ici ou pas, bien sûr. Exactement. Vous avez des conseils. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter sur le site. On peut le faire, mais vous pouvez prendre des idées. Vous pouvez vous balader dans un jardin sans forcément acheter. Ça vous donne des idées. C'est simplement des références ou ils vous donnent des conseils aussi en disant à votre copine du Mexique, là, attention, ça va au sud de la Loire, mais ça va
pas dans l'Est, je sais pas. Exactement, vous avez des jardins méditerranéens, des jardins plutôt au nord, à l'est, à l'ouest. Et c'est surtout, lorsqu'on a une présentation du jardin, les plantes sont déjà acclimatées. Donc vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous achetez ces plantes parce qu'elles sont déjà acclimatées dans le jardin que vous visitez. Mais je ne peux pas imaginer que ça n'existait pas avant. Il fallait y penser. Oui. Trop tard. Bonne idée. Bah oui, Ça, alors c'est si vous fait. voulez faire ça maintenant, un genre de catalogue comme ça virtuel, c'est fait. Il faut aller Mais c'est pas, on ne devrait pas dire virtuel. presque Elles existent. Ah, là, c'est elles sont du là. réel, mais on se balade virtuellement parce qu'on est chez soi avec son Ouais. ordinateur. Parfait, merci beaucoup. Il y a certains d'entre nous qui ne font pas de vieux os à la télé, mais va savoir qui. Il y en a d'autres, oui, hein, oui. Figurez-vous qu'il y a des nouvelles études qui confirment qu'il ne faut pas grand-chose pour refabriquer de l'os. À n'importe Et d'ailleurs, quel âge. pourquoi est-ce qu'on fabrique de l'os? À n'importe quel âge, mais parce que tout simplement, avec le temps, en particulier chez les femmes, la densité minérale osseuse diminue, c'est-à-dire qu'on perd de l'os. C'est pour cette raison que les femmes en particulier sont concernées par l'ostéoporose. Et l'idée, c'est de se dire que ce ne sont pas des bonnes nouvelles du week-end, mais des chercheurs américains ont montré que on pouvait fabriquer de l'os à n'importe quel âge de la vie et que ça peut passer par de la corde à sauter ou un élastique. Donc le message de ce week-end, si vous avez une vieille corde à sauter qui traîne dans le grenier ou dans le garage ou un élastique, vous les sortez Oui, et vous faites quelques on en exercices. vend des neuves très bien aussi. Hein. C'est pas très cher et c'est bien. Parce que l'élastique dans le garage, vous le prenez dans la tronche. Alors là, c'est bête de perdre Oui, il faudrait un pas œil, qu'il vous allez soit, gagner voilà. de l'os, vous allez perdre un œil. Alors, ils ont pu montrer, ces chercheurs américains, par exemple, que de prendre sa corde à sauter et faire 3 fois par semaine 10 sauts sur place. C'est tout. 10 Et 10 sauts sur place, c'est pas grand-chose. Eh bien, ça permettait d'augmenter la densité minérale osseuse de la hanche. Ça intéresse évidemment pour les fractures de hanche. Même chose pour l'élastique, de faire des exercices en résistance avec des élastiques, eh bien ça permettait aussi d'augmenter la masse osseuse. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on travaille avec des élastiques, eh bien il y a une pression sur les muscles parce que les muscles sont insérés sur les os et ça permet justement d'augmenter cette densité minérale osseuse. Allez, en on voici regarde. la preuve en démonstration avec le professeur Cortet. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la perte osseuse débute avant la ménopause, environ 10 ans avant la ménopause, et donc il faut agir. Et parmi les différents moyens pour enrayer cette perte osseuse, l'activité physique joue un rôle très important. Il s'avère qu'avant la ménopause, il commence à y avoir un manque d'œstrogène et cette carence en œstrogène va jouer un rôle délétère d'un point de vue osseux. Pourquoi ? Eh bien parce que les cellules qui détruisent l'os, qui s'appellent les ostéoclastes, vont s'activer suite à cette chute du taux d'œstrogène chez les femmes. Ceci va être manifeste à la ménopause, mais encore une fois, ceci débute quelques années avant la ménopause. Donc l'activité physique joue un rôle très important, mais pas toutes les activités physiques. Pour qu'une activité soit bénéfique d'un point de vue osseux, il faut qu'il y ait un contact du pied avec le sol. Donc par exemple la course à pied, le tennis, le squash, le handball. Et toutes ces activités vont concourir à améliorer la situation, réellement en permettant de construire de l'os. La natation dans l'absolu n'est pas une mauvaise activité, mais c'est une activité qui ne prévient pas la perte osseuse, notamment à la ménopause. Donc pour prévenir la perte osseuse à la ménopause et avant, il faut qu'il y ait une activité où il y ait un contact du pied avec le sol. Alors ces activités dites en charge sont caractérisées par le fait qu'on va stimuler réellement la formation osseuse et on va reconstruire de l'os. Il y a un deuxième élément également, c'est qu'on va jouer sur le muscle et que le muscle également tire sur l'os. Donc il y a différents mécanismes qui permettent d'expliquer l'effet bénéfique des activités en charge sur le squelette. Il faut également avoir une bonne alimentation et je voulais insister sur le calcium qui est contenu dans un certain nombre d'aliments, notamment les produits laitiers mais pas uniquement, et les eaux minérales sont également une source importante de calcium. L'autre élément, ce sont les protéines, quelle que soit l'origine, que ce soit des protéines végétales ou animales. Et puis le dernier élément, c'est la vitamine D qui joue un rôle important et qui va permettre au calcium d'être absorbé au niveau de l'intestin et de se fixer sur le squelette. Tout le monde manque de vitamine D, donc il est judicieux dans cette population, les femmes de 40 ans ou au-delà, de donner systématiquement de la vitamine D tous les jours. Et pourquoi il appuie au milieu du dos, là, le monsieur là? Parce qu'il voulait vérifier la cambrure vertébrale pour savoir si c'était si son dos cambrure.
vertébrale Courbure ou cambrure. voilà, pour savoir si le dos était bien respecté, si les courbures étaient bien respectées et si on ne travaillait pas sur de mauvais muscles. Mais alors, faire du jogging, taper sur le sol, Taper, on il nous faut- a toujours dit que c'était pas bon, ça. Si, justement, c'est bon. Plus vous tapez, plus vous reconstruisez de l'os. C'est-à-dire qu'en fait, vous bizarre, allez ça. abîmer l'os et le corps fonctionne ainsi. Vous allez Mais il y a des gens reconstruire l'os. qui racontent ça, et je sais s'ils ont raison, puisqu'ils courent depuis des années, que ça leur bousille le genou. Oui, alors ça, c'est les articulations. Si vous avez une articulation qui n'est pas en bonne santé, évidemment, ça abîme les articulations. Si elles sont en bonne santé, on pourrait faire une chronique là-dessus, ça n'abîme pas les mais articulations oui, en bonne suis-je santé. bête. Ça serait sympa. Ça serait bien, ça. Voilà. Et 2 informations pour terminer. Alcool et cigarettes, mesdames, ennemis de vos os. L'alcool, ça a vraiment été montré. Il y a une toxicité sur les cellules qui fabriquent de l'os. Et la cigarette, on pense que ça diminue l'absorption de la vitamine D au niveau intestinal. Or, pas de vitamine D, pas d'os. Alcool, tabac, c'est rare. On n'a pas vérifié si ça faisait du bien à quoi que ce soit. Voilà. Mais là, ça se Au confirme. fond. Merci beaucoup. Ouah, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. La chanson est plutôt pas Ah, la mal. chanson est parfaite parce qu'elle résume, William, l'esprit et la tonalité du spectacle de Guillaume Batz. Donc c'est jusqu'à fin mai à l'Apollo Théâtre à Paris, c'est vers République, et il sera tout au long du mois de juillet en Avignon, au Palace, en Avignon, pendant le festival. Le spectacle s'appelle Hors cadre. Guillaume Batz, il a une maladie depuis la naissance, il a la maladie des os de verre. En fait, donc c'est ce qu'on appelle une ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire qu'il est né avec des... On reste dans le sujet, là. Voilà. Lui, ses os, il est né avec 27 fractures. Il a une fragilité osseuse. Et donc, Guillaume, lui, il se bat. C'est-à-dire qu'il a décidé de monter sur scène, de faire un spectacle. C'est très drôle, mais il balance. Parce qu'il se dit, avant de balancer sur les autres, je vais déjà balancer sur moi-même. Oui, oui. Et je vous assure, bon, les 2-3 premières minutes, on rit un peu gêné quand même, c'est normal. Et puis, il vous embarque parce qu'il est drôle, parce qu'il a coécrit avec Jérémy Ferrari, qui est quand même la star de l'humour noir. Il a également mis en scène, Jérémy, le spectacle de Guillaume. Vous pouvez d'abord une claque d'humour, vraiment c'est désopilant. Et en plus, il émane de ce garçon une soif de vivre, une énergie, c'est Non, mais formidable. est-ce qu'on oublie ça? Parce que sinon, Oui. ça peut être de la compassion et ça ne va pas lui plaire. Ah, ça ne lui plaira pas. Et à aucun moment, William, je vous le garantis, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit on ne sait pas trop ce qu'on allait voir, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais, c'est il ça. est formidable. Il faut qu'on oublie ce... Mais oui, et vous Voilà. allez voir, à travers les vannes qui vous assènent dès le début, il détend l'atmosphère, je vous le promets. Regardez, c'est parti. Et ils sont mignons, les gens, quand ils m'arrêtent, ils disent toujours « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz ?» À votre avis, soit je suis Guillaume Batz, soit je viens d'emmener ma voiture à la casse et j'ai oublié de sortir, tu vois, Salut Guillaume. Salut Damien. Je suis très heureux de vous rencontrer en vrai. Le phénomène de l'humour est devant moi. Wow, phénomène, carrément. Ah bah ouais, non mais quelle autodérision, quelle efficacité humoristique. Guillaume Batz est-il contagieux? La réponse est oui. Alors, si vous commencez à voir apparaître quelques petits changements physiques, je sais pas moi, comme la disparition de votre cou, ou la gueule qui part en boomerang, rassurez-vous, il existe un remède très efficace. Le courage. Voilà. À quel moment vous vous êtes dit, de mon handicap, je vais parler pour déclencher des rires? C'est vraiment vers 16-17 ans, quand je suis entré au lycée, que j'ai vraiment commencé à non plus subir les rires, les moqueries de ça, mais à les maîtriser et à les créer. Et quand j'ai commencé à maîtriser tout ça, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Vous avez donc décidé, pour rire et vous changer les idées, de venir voir un handicapé. Visiblement, il n'y a que le malheur qui vous excite. Je vais donc vous en donner pour votre pognon. C'est un sous-entendu, cette phrase, pour dire aux gens, voilà, on est ensemble pendant 1 heure et quart, détendez-vous, laissez vos clichés, vos stéréotypes, vos gênes, vos craintes à la porte, je m'occupe de vous, on se marre, on oublie tout et on y va, quoi. Je vais répondre à une question tout de suite, parce que je sais par expérience que tout le monde se la pose, mais personne n'ose vraiment me la poser, donc j'y réponds de moi-même. Oui, ma bite est droite. On me dit souvent, putain, mais toi, qui c'est qui t'a donné envie de faire ce métier? On me dit, il y a toujours 1 ou 2 grands humoristes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment ma vie qui m'a amené à l'humour, quoi.
La première chose que les médecins ont dit à ma mère le jour de ma naissance, c'est, vous savez, Madame Batz, il ne passera pas la nuit, le petit, malheureusement. Et là, toute ma famille est partie de l'hôpital. Ils ont foncé à l'église. Ils se sont mis à genoux. Ils ont allumé des cierges. Ils ont imploré Dieu toute la nuit. Et malgré leurs prières, j'ai survécu. L'humour, c'est mon arme, en fait, tout simplement. Il y en a, c'est leur belle gueule. Il y en a, c'est leur... Toi, par exemple, c'est... Bon, t'en as pas, mais... Non, t'as un joli sourire, t'as de belles dents, tu vois. Bon, ben, c'est déjà ça, je vais prendre ça. C'est une arme comme une autre. Écoute, Voilà. Non, mais si j'avais pas connu ces années de galère, de moquerie, je serais peut-être pas aussi en capacité de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais dans quel état vous êtes? Catherine, viens voir dans quel état il est, le monsieur, viens voir. Tournez-vous un petit peu. Ah, c'est pareil des deux côtés. Alors, je vais quitter le vous. Bah oui, vouvoiement, ça pour m'a étonné. simplement... Ouais, mais pour simplement te dire que t'es un grand bonhomme, cher Guillaume, c'est... Ah bah, 1m40 quand même. Ah oui, quand même, bravo. attends, ouais. Non, vraiment, bravo. Et puis, merci pour ce spectacle qui est une vraie bulle de bonheur, de joie de vivre, et ça fait tellement de bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Willy. Salut mon petit Guillaume. Il a une répartie, William. Parce que parfois, les humoristes, ils sont bons à l'écrit, mais dès que vous improvisez comme ça, il est On a le même formidable. prénom, hein, vous savez, Guillaume et moi. Oui, Ah bah Willem, oui, Guillaume. évidemment, bien sûr. Ouais. Donc, vous avez vu, c'est tellement drôle. Allez applaudir Guillaume jusqu'à donc, fin mai à l'Apollo Théâtre à C'est un Paris. grand bonhomme, c'est exactement ce qu'il attend. Mais pour j'ai vous. parlé avec mon cœur, William, parce qu'il est très touchant. Il savait que les gens, à la fin, le prennent dans leurs bras, l'embrassent, bah oui. parce qu'on se prend une claque. Vraiment, il a un courage dingue, ce garçon, et il a du talent en plus. Donc, cet été, allez l'applaudir en Avignon, au Palace, et il sera en septembre dans une autre salle parisienne, parce que ça marche très bien. Voilà. Merci beaucoup. Allez, la revue de presse des magazines que vous n'avez peut-être pas lu encore avec Frédéric Vion. Bonjour Frédéric, allez, on commence par quoi? À reprendre de la hauteur un petit peu. On va quitter totalement notre époque avec un livre dont le journal 20 minutes a parlé et qui s'appelle La Joconde révélée, beau livre sur les mystères du plus célèbre tableau du monde, tableau que vous voyez, l'auteur compare à Isis, la déesse égyptienne. Est-ce que Léonard de Vinci s'est inspiré de la mythologie égyptienne? C'est la thèse de ce livre. Alors, on a le droit d'y croire ou pas, mais c'est surtout l'occasion d'apprendre des choses sur le fameux sourire, par exemple, de la Joconde. Alors, l'une des explications, vous voyez, si on coupe en deux, alors vous le verrez quand vous l'aurez vraiment sous les yeux dans le livre, c'est que d'un côté, elle est peinte, la Joconde, avec une expression triste, et de l'autre, une expression joyeuse. Oui. Ce qui donne ce côté indéfinissable, cet étrange sourire énigmatique. Autre détail caché, les ombres sur le visage de Mona Lisa sont en forme de croix égyptienne. Vous savez, cette croix avec une boucle sur le dessus, si on Oui. accentue les ombres, ah bah faut chercher. Hein. L'auteur du livre s'amuse vraiment, de toute façon, à retourner l'image du tableau dans tous les sens, à chercher des choses. On voit même parfois des portraits d'hommes. Est-ce que Léonard de Vinci a voulu se représenter lui-même ou est-ce que c'est un hasard? En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'on est tellement fasciné par ce tableau qu'on y trouve 1000 détails qu'on voit Il uniquement avait parce qu'on a envie de voir? probablement peint sur une toile qu'il avait utilisée avant. Bien sûr, ça se faisait beaucoup à l'époque. Là, en plus, c'est plutôt des ombres dans le décor qu'il y a derrière la Joconde. Est-ce qu'il a voulu y mettre des trucs cachés, Léonard de Vinci? C'était bien son genre, hein, remarquez. Ou est-ce que, tout simplement, quand on cherche, on trouve? C'est une question un peu sur la vie. Hein. Est-ce qu'on ne voit que ce qu'on cherche à voir? Il y a le bac de philo dans un mois. C'est une suggestion. Je vous renvoie au livre si vous voulez vous faire une opinion. Isis ou la Joconde révélée. Et puis, autre portrait de femme. Là, je reviens à notre époque. Le magazine Books s'interroge sur une autre image, Oui. moins agréable, les top modèles. Le calvaire des top modèles, dit le titre. Est-ce que... C'est vrai que quand on regarde certains mannequins des grands défilés, ça fait peur, hein. C'est même plus de la maigreur. Mais là, il y a elle, il faut qu'elle consulte. Hein. Ah bah écoutez, c'est un vrai défilé ça, hein, de 2007, d'une grande marque que je ne citerai pas, décharné, les yeux creusés, comme des images de famine. Alors comment en est-on arrivé là, demande l'article? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi on s'intéresse à la mode qui nous montre ce genre de choses, de telles horreurs? Les mannequins sont un symptôme de dérèglement de notre société, dit l'article, parce que vous savez, on mange de plus en plus, on est de plus en plus obèse, il y a une véritable épidémie d'obésité en Occident, et en même temps, on admire des filles qui sont de plus en plus maigres, avec un look, je cite, de mort-vivant. Donc on a vraiment un problème de représentation du corps. L'article nous apprend le calvaire que vivent ces jeunes femmes. Il faut savoir que dans les défilés, personne ne leur adresse la parole. Les couturiers les traitent vraiment comme des chiens. On leur interdit de se parler entre elles.
donc elles doivent attendre des heures sans rien dire. On leur met sur la peau, sur les cheveux des produits toxiques, on les pousse à maigrir toujours plus, même quand elles sont déjà anorexiques. L'article est basé sur le livre d'une ancienne mannequin que voici, qui s'appelle Victoire Masson-d'Auxerre, qui est une Française, qui a dû se faire hospitaliser pour se sauver la vie, et quand elle a quitté ce milieu, livre intitulé « Jamais assez maigre », et là l'article était Ça vient de sortir, ça, le bouquin? C'était dans Madame Figaro il n'y a pas très longtemps, donc je suppose que le livre est assez récent, oui. C'est aux éditions Les Arènes, que vous le trouverez chez votre libraire. Je passe à plus sain. Plein d'idées pour s'occuper de son intérieur dans Marie-Claire, des objets à faire soi-même, comme sur ces photos. Il paraît que ça revient pour compenser justement le virtuel, le fait qu'on soit scotché sur les écrans. On a besoin de fabriquer des objets de ses mains, objets ou bien recettes de cuisine, comme cette tourte à la ricotta à droite, cette salade aux artichauts et fromage pecorino à gauche, ou ces pâtes aux légumes verts au milieu. Toutes les recettes et tous les patrons pour faire soi-même les objets, c'est dans Marie-Claire Idées. Et on s'occupe aussi du jardin, parce qu'il est encore temps. Le magazine L'Ami des Jardins donne tous les trucs pour avoir un beau jardin d'ici 1 mois, 6 semaines, c'est-à-dire rapidement. Donc ils ont choisi des fleurs à croissance rapide et foisonnante. Vous lirez tous les conseils pour obtenir vraiment le maximum en un minimum de temps. Si vous ne vous en êtes pas occupé jusque-là, il est temps. Bon, L'Ami des Jardins. Merci beaucoup, à tout à l'heure. C'est ça tout le problème, Yves Guillemot. Traditionnellement, vous faites travailler des sportifs plus ou moins professionnels qui prêtent leur concours aux souffrances que vous leur infligez. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Alors, ça s'appelle le yoga aérien. Alors, le yoga aérien, on ne vous fait pas faire un mouvement de yoga et on vous met dans une carlingue, on ouvre la porte et... Non, c'est pas tout à fait. C'est du parachutisme, non, ça. ça, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. C'est tout à fait autre chose. Ça Mais s'appelle- on fait un mouvement de yoga. Est-ce qu'il faut savoir faire du yoga? Pas du tout. Alors en fait, ça Ah. s'appelle le fly yoga, donc yoga aérien, et c'est une discipline qui a été créée par Florie Ravinet, qui est coach et prof de yoga. Par Et qui? donc Florie Ravinet. C'est donc une Française qui a créé ça en 2009. Il y a des écoles d'ailleurs. Enfin, elle a créé une école de fly yoga depuis 2011. Et en fait, c'est un cours de yoga aérien développé avec une équipe de kinés. Et on alterne des mouvements en appui sur le sol et des postures de yoga. Le but, c'est de vous détendre, de travailler sur les sensations, la maîtrise du geste et aussi sur la respiration. C'est un moment de... Mais vous allez voir, il y a un petit côté chrysalide et papillon. C'est accessible à tous et on prend beaucoup de plaisir. Et surtout quand on ne sait pas faire de yoga, c'est un bon moyen de se dire tiens, on va tenter Qu'est-ce que c'est que l'expérience. cette matière, là, le tissu? c'est Alors, quoi? en fait, c'est un peu un secret. C'est pardon. des hamacs qui sont faits spécifiquement pour le fly yoga. Et donc, c'est des matières qui sont aussi bien qu'on étire, mais Oui. qui sont antidérapantes, antitranspirantes. Matière qui se déforme. Qui se déforment. Vous allez voir, mais alors, il faut vraiment faire le fly yoga avec ce type de hamac. Hein. N'allez pas faire ça chez vous n'importe comment. n'importe quoi. Non. On est parti, on tente l'expérience. Le yoga aérien, c'est une méthode qui utilise un hamac suspendu au plafond pour 2 choses. La première, c'est décompresser les articulations pour nous permettre d'avoir plus d'amplitude, quelle que soit notre mobilité articulaire. Et la seconde, c'est qu'on va travailler de façon très différente que d'habitude et on va toujours toucher les émotions. Donc ça donne une discipline très complète. Et on tourne pour aller chercher l'autre côté. Superbe. Oui, inspirez. J'aime bien les étirements. Les obliques, étire. Lançons la jambe droite. Je l'ai créé depuis 2008 avec une équipe de kinésithérapeutes suivie d'ostéopathes et maintenant je travaille avec des psychomotriciens également puisqu'on touche à la sphère émotionnelle. On relâche ses épaules. On va plier sa jambe de terre pour faciliter la bascule du bassin et on va reculer la hanche. Le hamac a été spécialement conçu pour la discipline, validé pour la suspension d'une personne. Alors ici, on est dans la liberté, hein. On est sur un point d'accroche, on peut aller en arrière, en avant. C'est un tissu qui est enveloppant, étirable et c'est extrêmement important. Il n'y a pas de limite de poids. Ça fait un peu cocon, chenille qui va devenir papillon. Là où il y aura des limites de poids, c'est dans l'infrastructure puisqu'on est suspendu au plafond. Fermez les yeux un instant et sentez-vous complètement bercé, enveloppé. Dans le hamac, c'est fantastique, on a une pleine liberté de mouvement, nous ne sommes plus contraints par le sol et c'est ça l'avantage principal. Donc on peut faire vraiment énormément de postures, que ça soit enveloppé avec un tissu complètement déployé, étiré, comme un cocon pour se relaxer,
Cette partie-là n'est pas si facile parce qu'il faut vraiment arriver à bien se placer et pas trop avoir peur. Ça peut être aussi un tissu fermé, serré comme une sangle, où on va être dans des postures plus dynamiques, plus de renforcement musculaire. Tu te recoiffes ou tu fais coucou. Coucou. On inspire, en expirant, on écarte ses jambes. Et quand on est là, on n'a plus qu'à aller en arrière. Je dois m'assurer que tout le monde est en sécurité. On peut placer les coudes à terre. Maintenant que j'ai vu, vous pouvez relâcher et être comme vous avez envie. Voilà, l'étirement de la colonne. On retire toute la pression. C'est assez agréable. Et expire. Et également, on a le côté aérien circassien qui demande plus de souplesse, d'agilité, mais aussi de gainage, où là, on part complètement dans les airs et on voit des choses assez acrobatiques, sympas visuellement. Pas mal, ça. C'est un petit côté chauve-souris, pas papillon en fait. Ah ouais. Pourquoi vous parliez tout à l'heure de faire travailler des muscles insoupçonnés? En fait, on travaille là sur le réflexe myotatique, c'est-à-dire que si je vous pousse, Oui. automatiquement votre corps va se contracter par lui-même. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à contracter. Donc c'est quelque chose d'inconscient. Et donc là, sur le fly yoga, vous allez travailler cette espèce d'instabilité et donc ce non-contrôle en fait. Ça va être votre corps qui va travailler tout seul. Et donc il y a des muscles qui sont très profonds qu'on ne fait pas forcément travailler quand on va faire un travail avec des haltères, mais que là vous allez faire travailler parce que vous êtes suspendu et donc déséquilibré. Oui, bon, enfin, il faut aller dans une salle comme ça, il faut avoir affaire à un professeur. Alors, il faut que ce soit encadré. Il y a ça. plein de cours en France. Il y en a à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille. Il y en a même en Belgique, en Guyane, à La Réunion, à Toulouse, à Strasbourg. C'est Florie qui a formé tous ces profs. Et c'est vraiment accessible à tous. Et il y a un mélange entre un peu de renforcement musculaire sur certaines postures qui demandent vraiment une forte stabilité au niveau des muscles. Et puis, un côté détente qui est très agréable. Une séance, c'est combien de temps? Une séance, c'est 1 heure. Ah oui, mais de bonne heure. 1 heure sans interruption? Sans interruption. Bon, alors, si vous voulez chercher sur le net, ça s'appelle Fly Yoga. Voilà. D'accord. Merci. C'est bien ça, Mustapha. Mais oui, c'est sympa. Mais non, vous n'étiez pas né, vous, à l'époque. Bon, alors, rappel des épisodes précédents. Oui, alors les épisodes précédents, on a commencé par un hot dog, forcément, c'est ce qu'on trouve dans les fêtes foraines. Ouais. Bon, alors ce hot dog-là n'a rien à voir avec celui qu'on peut trouver. Il est en haut à gauche de l'écran et la saucisse est dans une courgette. Oui, vous avez bien entendu, j'ai remplacé le pain par une courgette, un peu de fromage de cheddar, hop, au four et c'est parti. En haut à droite, c'était hier un croque-monsieur tout vert, revisité avec de l'avocat, des feuilles d'épinards, du concombre, du chèvre, pas de béchamel en vue. En haut à droite, William, et en bas, eh bien en bas, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le kebab maison. Savez-vous où est né le kebab? Je dirais, je sais pas, Turquie ou Afghanistan. Eh bien, non. Alors, oui Andalousie. et non. C'est né en Allemagne, le kebab, figurez-vous. Le kebab. Le Ah, kebab. oui, c'est pas vrai, oui. C'est un Turc, c'est vrai, qui quand même. bien oui, sûr, quand même. qui a lancé, si vous voulez, le doner kebab, en fait. Doner, en turc, ça signifie rotatif. Donc, kebab, c'est la comme viande les grillée qui derviches. tourne. Oui, exactement. Donc, si vous voulez, c'est né en Allemagne. Et puis, évidemment, c'est une spécialité qu'on voit de partout aujourd'hui. Alors, je vais vous simplifier la vie. En fait, on a juste fait revenir la viande un tout petit peu marinée. On n'a pas fait tourner le tout sur la broche à poulet du four, tout ça. Vraiment, recette simple à Ça refaire. ressemble plus du tout à un kebab. Ce votre truc, samedi. là, hein. Oh, bah quand même, c'est de la viande dans du pain. Eh ben, Allez, voilà. on y va, c'est parti. Pour le kebab maison, vous avez besoin pour cette recette de pain pita. Bien sûr, pour mettre la viande, on a choisi de la dinde, du fromage blanc, du citron, des tomates, de l'oignon et de l'ail, du persil, de la ciboulette, des herbes de Provence, du paprika, du curry, de l'huile d'olive, du vinaigre. Vous avez vu tout ce qu'on met dedans? Écoutez, ça va avoir du goût. Il faut que ce soit bien aromatisé. Alors après, bien sûr, ce sera à l'appréciation de chacun si vous aimez plus ou moins épicé. La viande, on a pris des escalopes toutes prêtes, toutes fines, parce qu'il faut que ce soit de petits morceaux de viande, des escalopes de dinde. Vous pouvez prendre du poulet, du mouton, du veau, ce que vous voulez. L'idée, voilà, c'est d'avoir en tout cas de petits morceaux. Je mélange les épices. On va mélanger paprika, curry, herbes de Provence et huile d'olive. Je répète, paprika, curry, herbes de Provence, huile d'olive. J'ai mis un petit tour de vinaigre de vin, du sel, du poivre et je vais mettre
ma viande dans cette préparation. Donc évidemment, c'est très relevé. Si vous souhaitez avoir quelque chose de beaucoup plus calme, vous en mettez moins. Voilà, vous adaptez en fonction de vos goûts. Quoi qu'il arrive, vous laissez mariner un petit peu, au moins le temps d'avancer. La sauce blanche, indispensable pour le kebab. Cette sauce blanche, elle est réalisée avec du fromage blanc. Vous pouvez prendre du yaourt grec, pourquoi pas, du sel, du poivre, du citron. On va bien sûr ajouter un petit peu d'ail, forcément. Donc vous l'épluchez, vous le dégermez pour faciliter la digestion et vous allez bien sûr le presser. Vous savez, comme ça me fait un peu penser à la cervelle des canuts finalement, ce fromage blanc frais aux herbes que l'on sert dans la région lyonnaise. Alors là, on va ajouter cette fois-ci des herbes fraîches, le persil que vous allez ciseler finement. On va aussi mettre de la ciboulette et puis c'est tout, puis c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Donc le fromage blanc, du citron, du sel, du poivre, de l'ail, du persil, de la ciboulette. Vous mettez le tout, vous mélangez bien. Il faut une assiette pour manger ça. On peut pas le manger dans un pain, on peut pas le manger à la main. Attendez, le pain arrive. Vous auriez pu mettre un peu de moutarde, de cumin, de piment doux dans votre sauce. Bon, ce que vous voulez. Alors, le pain arrive. Là, j'ai envoyé la cuisson de la viande. Et puis, bien sûr, j'ai mis des crudités là-dedans. Donc, de la sucrine, c'est cette salade que je viens de détailler. C'est pas un pain qu'il faut pour porter tout ça. Tu me attendez, ça, c'est quand même pour plusieurs personnes. Vous mettez de l'oignon, vous mettez de la tomate. Il faut de la fraîcheur, il faut du croquant. C'est ce qui est bien dans cette salade. Vous savez, la sucrine, c'est une variété de laitue avec des feuilles vraiment très craquantes. Le pain pita que vous achetez, évidemment, tout prêt. Et vous n'avez plus ensuite qu'à monter. Alors, un petit peu de sauce blanche, de la salade, des tomates, des oignons, ma viande marinée, parfumée, dorée. Vous la mettez là-dedans, vous rajoutez un peu de crudité, de la sauce blanche et hop, vous emballez le tout à dégager. C'est parti, donneur maison, kebab maison, bon appétit. Ouh là là. Vous devriez proposer ça. Oui, à qui? À Marcel Campion. Ah ben oui, mais alors volontiers. Vous savez, moi je suis une fan. Le roi des forains, vous montez, vous avez un petit stand là-bas en disant on vous fait la même chose, mais non. Oui. Ça sera différent le stand. Oui. Hein? Mais pourquoi essayez pas ça? Oui, avec mes sandwichs. Un kebab maison comme ça, un peu artisanal. Ah bah ça pour le coup, oui, très artisanal. Merci, bon appétit, au revoir. Avec Grégoire. On partait de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin. Laurent Voulzy. Il y avait Francis et Sébastien. Ah ouais. Vous avez gagné une oreille. Laurent Voulzy. Pas mal, hein? Pas mal. Cette version-là. Ouais. Bon, allez, les meilleurs cyclistes du monde ont pris le départ hier du Giro. C'est le Tour d'Italie. Grégoire Tournon n'était pas sélectionné pour toutes sortes de raisons. Il a été suspendu pour dopage pendant 2 ans. Alors, il a pris un cours pour réapprendre à rouler correctement. C'est vrai qu'on ne sait pas, on se dit, bon, je monte sur le vélo, c'est instinctif. On a enlevé les stabilisateurs il n'y a pas très longtemps, donc j'ai appris à faire du vélo il y a quelques semaines. Alors déjà, il faut savoir que les Français aiment le vélo. On a vendu 3 millions de vélos l'an dernier, donc ça a le vent en poupe. Et quand vous achetez un vélo, quel que soit le programme que vous puissiez faire... J'ai failli borgner ma voisine. Oui. Avec un vélo, il y a des vélos pour tout chemin, tout terrain, cyclistes de route, ou même vélos électriques, William. Je me rapproche également. Non, bougez pas. Des vélos électriques. Il y a une chose que les vélos en commun, c'est qu'il faut pédaler pour avancer. Non, jusque-là, ça s'appelle un vélo. Électrique de moins en moins. Non, alors l'électrique, il faut quand même pédaler. Non, mais vous pédalez quand même en électrique. C'est pas une motobilette. Hein. Non, c'est vrai. Tout ça pour vous dire qu'il faut, il faut apprendre à pédaler. C'est le mouvement qui permet. Qui entraîne le moteur. Il faut apprendre à pédaler, à bien pédaler. Et à Paris, c'est ouvert il y a quelques temps un endroit un peu particulier, une espèce de camp de base du cycliste, à la fois boutique, atelier de réparation, café et centre d'entraînement, training center, parce qu'on dit ça, c'est plus jeune, c'est plus cool. Dans un training center, William, on vous propose une séance de 45 minutes, 1 heure, coachée en petits groupes sur des vélos fixes. Vous n'allez pas faire des milliers de kilomètres, vous faites des vélos fixes. Pour vous apprendre quoi au fond? Bardés de capteurs, ces vélos. Ils sont de très haute technologie pour vous apprendre à optimiser votre physique, votre technique. Alors ça n'a rien à voir avec les cours de cycling, vous savez, le fitness sur vélo qu'on a déjà testé en télématin. Non, parce que là vous faites vraiment du cyclisme. Ça va vous aider pour votre sortie dominicale, que vous faites notamment autour de Longchamp, à côté de Paris, avec Michel Drucker. Ce que vous voulez, si ça peut vous arranger. Bon, quoi qu'il en soit, vous apprenez à pédaler. Nous sommes allés dans le 17e arrondissement, là où se trouve ce training center, et j'ai mouillé le maillot.
C'est bon, je peux installer mon vélo? Voilà, non, tu t'es donné beaucoup de mal avec ce vélo, mais c'est pas avec celui-là que tu vas apprendre à pédaler. Allez, installe-toi sur celui-là. On va partir pour l'échauffement. Échauffement, 10 minutes, 3 petits efforts de 10 secondes qu'on va répartir pendant les 10 minutes pour faire monter un peu le palpitant. Au Training Center Vélo, on a pour objectif d'accompagner les gens, de les aider à améliorer leur technique de pédalage et de les préparer à la réalisation d'un objectif sportif. Ici, en termes de thématique, on vient travailler sa force, sa vélocité, son rythme, sa puissance et son endurance fondamentale. Allez, c'est parti pour les 10 secondes. On envoie. Allez. Tout le monde pense savoir pédaler, mais la technique de pédalage, ça s'apprend. Bien pédaler, ça veut dire tourner rond. C'est un peu le jargon cycliste. Ça veut dire avoir un pédalage fluide et une cadence de pédalage stable et une bonne répartition de la puissance dans chacune des jambes. Donc là, on va partir pour le premier exercice, un petit exercice de force à 45 tours minutes avec beaucoup de résistance, à être bien concentré sur le geste de pédalage. Et pendant ce petit laps de temps-là, n'hésite pas à te concentrer sur ta répartition jambe gauche, jambe droite et à essayer d'arrondir au maximum ton coup de pédale en élargissant ici ta cacahuète. Il faut vraiment réussir à élargir. Ça se transforme. Mais la patate, je sais faire, c'est la patate. C'est parfait. La posture sur vélo, c'est hyper important. Ça permet deux choses. D'abord, de transmettre de manière efficace son énergie. Et en plus, ça permet d'être bien posé et donc sur des sorties longues, de ne pas se blesser, de ne pas créer de traumatisme. Donc cale-toi bien là, 45 tours. Pense à bien verrouiller les épaules, que ce soit dur en haut. Serre les abdos pour que le bassin il soit bien verrouillé. Et concentre-toi à appuyer fort sur les pédales, tout en tirant quand tu ramènes. Les types de vélos qu'on utilise, on en a deux. On a des watt-bikes, qui sont des vélos qui bénéficient d'un système d'analyse de la technique de pédalage, et des ergocycles qu'on appelle des home trainers, qui sont des vélos plus traditionnels, on va dire. Allez, maintenant qu'on a travaillé le premier paramètre de la puissance, la force, on va travailler l'autre paramètre, qui est la vélocité, 2 minutes, à 110 tours, sans aucune résistance ce coup-ci. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de rester verrouillé, toujours le haut du corps, et d'éviter de rebondir le plus possible sur sa selle. Allez, fin de séance maintenant, on défait la jambe droite et on est parti pour 1 minute à travailler avec une seule jambe. Toutes les séances sont formatées de la même manière, c'est 10 minutes d'échauffement, un corps de séance de 30 minutes où on fait du fractionné en rapport avec une thématique spécifique, un retour au calme de 5 minutes et après le coach prend chaque élève et leur fait faire un peu d'exercices de gainage et des étirements. Tout ce qu'on fait ici est extrêmement utile et complémentaire de ce qu'on peut faire à l'extérieur. Déjà parce qu'on va améliorer sa technique de pédalage, donc c'est reproductible à l'infini à l'extérieur. Là, on voit que tu appuies beaucoup plus de la jambe gauche. Tu as 57% avec ta jambe gauche contre 43% avec ta jambe droite. Les champions, ils pédalent vraiment à 50-50, droite-gauche? Bah oui, 50-50, c'est là où on est le meilleur. Et je suis sûr que si on allait voir Ludivine, eh ben, elle sera 50-50. Non, pas Ludivine. Tu peux faire le Paris-Roubaix avec ça? Bah, tu peux, mais tu seras pas le meilleur à mon avis. Ouais, attends. C'est ça qu'on appelle la tête dans le guidon. Oui, c'est la tête dans le guidon. D'où l'expression. Oui, mais on devrait poser sur les Ludivine, elle est mieux que vous. des petits. Elle est mieux que vous, Ludivine. Ah bah Ludivine, elle est tout le temps là-bas. Hein. C'est pour Ah ça bon qu'il passe son temps. Si vous n'avez pas de chaussures de cyclisme, vous y allez, on vous en prête. Il y a tout ce qu'il faut. Et la séance, c'est combien de temps là? C'est 45 minutes, 1 heure. Alors pour le reportage, mes petits voisins, ils en avaient fait pendant bien 1 heure avant moi. Donc, mais ils étaient plus frais que moi à la sortie. Voilà, c'est bon pour le mollet, c'est bon pour le cœur. Pour le cœur, c'est bon pour tout. Il y a des femmes, des hommes, et la posture. Et il y a même des études posturales, si vous voulez venir avec votre propre vélo, pour ce qu'on appelle faire du fitting, savoir si vous êtes bien, si la hauteur de selle est correcte, si le guidon est bien positionné. Vous pouvez faire ça là-bas. 30 € pour le 45 minutes, 1 heure. C'est vraiment très efficace. Depuis, je pédale avec mon petit vélo commun, là, celui que vous avez dans Paris, comme un fou. Mais remettez les petits trous arrière, on ne sait jamais. Oui, bah pour moi, pour ma taille, j'ai les pieds qui touchent. Hein, Bernard, c'est son prénom, hein, et son nom, c'est Pivot. Vous ne l'avez pas oublié, lui non plus. Alors, il a écrit un bouquin, il n'en écrit pas souvent des livres, M. Bernard. Non, c'est ça qui est formidable avec lui, c'est qu'il avance en tant qu'auteur sur la pointe des pieds. Oui, il est prudent. Bon, moi, il n'y a pas besoin d'être extra-lucide pour imaginer que Bernard Pivot est mon héros. D'ailleurs, vous pouvez, si comme moi, vous avez des souvenirs d'apostrophes merveilleux, acheter les DVD d'apostrophes. C'est génial, ça n'a pas pris une ride. Mais ce que j'aime bien, c'est que depuis quelques années, il rentre dans la littérature, dans l'écriture, mais comme lecteur. Parce qu'en fait, il est très délicat, il est très humble, et ce sont des livres d'auteur, mais écrits toujours avec le point de vue du lecteur. Alors plutôt que de nous raconter ses mémoires, je suis né, j'ai aimé, hein, il prend
plein de petites citations. Vous savez, ça nous arrive à tous. On lit un livre et tout d'un coup, on s'arrête sur une page parce qu'il y a une phrase, un mot, une image qui nous rappelle justement un souvenir ou un moment de notre vie. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait. Chaque chapitre commence comme ça par une petite citation. Alors, ça peut être, par exemple, une claque. Tout d'un coup, il lit un livre de Jean d'Ormesson, comme il a raison, qu'on embrasse, mon fiancé. Et Jean d'Ormesson raconte qu'il a reçu une seule claque dans sa vie. L'histoire était géniale. Il avait 6 ans, il est à Munich. Et tout ça, Bernard Pivot nous le raconte. Son père est ministre à Munich. On est en 31 ou en 32. Ministre plénipotentiaire. Exactement. C'est un ambassadeur. Voilà. Et le petit Jean regarde par la fenêtre un défilé. Et il voit des jeunes gens qui chantent très bien, trouve ce petit garçon de 6 ans, qui défile avec un drapeau avec une drôle de croix. Et puis il voit tout le monde qui applaudit. Et dans l'élan, il se met à applaudir aussi. Et là, son père lui flanque une baffe. Parce qu'évidemment, Jean d'Ormesson était en train d'applaudir de jeunes hitlériens. Et oui. Et Vladimir, le papa, il plaisante pas avec ça. Voilà. Alors Bernard Pivot, lui, en lisant ce petit passage, il se souvient que lui, il a 12 ans, il est à la campagne, il joue au foot et il va envoyer le ballon dans une vitre, casser un carreau et son père va lui donner une belle gifle. Ce qui, lui, ne va pas le dégoûter du football puisqu'il va devenir un grand amateur de foot. Très, très joli portrait de Karen Blixen. Karen Blixen, il doit l'interviewer. Et il a l'idée de l'inviter au restaurant de Rouen, très très bon restaurant parisien, parce qu'il pense au Festin de Babette, ce livre que Karen Blixen a écrit, qui célèbre la nourriture pendant de nombreuses pages. Or, il voit arriver Karen Blixen et il dit « elle ressemble à Nosferatu ». Parce que Karen Blixen avait sa fierté, elle disait qu'elle était la femme la plus maigre du monde. Donc il voit arriver ce moustique, cet insecte, qui avait contracté la syphilis en cadeau de mariage, si je puis dire, et qui depuis se nourrissait uniquement de biscuits, d'artichauts. Mais ça, il ne le savait pas. Non. Et donc, il est chez Drouin, et elle va commander un artichaut et un verre de vin blanc, et elle fume, elle fume, elle fume. Et il fait un portrait d'elle, vraiment, que je trouve très, très beau. Elle, qui, pour lutter contre la syphilis, prenait 3 gouttes d'arsenic par jour, dilué dans de l'eau. Et un jour, en Afrique, il y avait un boy, comme on disait, qui lui avait donné non dilué, donc elle était quasiment mourante, et elle avait trouvé dans la Reine Margot un contrepoison. Il raconte aussi une chose que je ne savais pas. Pourquoi Apostrophe était le vendredi ? Avant le week-end, je ne sais pas, non. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est un jeune journaliste, il a fait juste une émission qui s'appelle Ouvrez les guillemets. Et puis, tout le monde, tous les barons de la télévision viennent donner leur préférence pour les jours de la semaine. Et personne ne voulait du vendredi. Parce que sur la une, il y avait le théâtre, au théâtre ce soir, qui était très regardé. Et sur la 3, il y avait un film, un grand film de cinéma populaire. Si on est, on est foutus. Voilà. Et donc, personne ne voulait de cette credo case. dont personne ne voulait, quoi. Bon, donc finalement, il y va. Et puis, peu de temps après, les producteurs de cinéma ont demandé qu'on arrête le film du vendredi soir parce que ça faisait de la concurrence avec les salles de cinéma. Et Apostrophe est devenu ce qu'on sait. C'est merveilleux. C'est très, très joliment écrit. Il y a une défense de la grammaire, de la ponctuation, de l'orthographe. C'est drôle parce que vous parliez de ce restaurant-là, il s'y est retrouvé et il y siège puisqu'il fait partie de l'Académie Goncourt et ils se réunissent chez Drouin. C'est comme ça le destin. Et on termine avec quoi ? Le sel de la dive, Françoise Héritier. C'est un petit livre qui est sorti il y a 5 ans, que j'avais donné quasiment à tous les gens que j'aimais. Françoise Héritier, elle reçoit une lettre d'un de ses amis. Françoise Héritier, il faut le dire, c'est une anthropologue géniale. Dès que vous la lisez, vous êtes plus intelligent. Là, oui, c'est quand même très très chouette. Là, elle reçoit une lettre d'un de ses amis, un professeur de médecine. Un monsieur qui est très occupé et qui signe la fin de sa lettre en lui disant « J'ai pris une semaine volée de vacances ». Et puis cette semaine volée, ça la fait réfléchir. Elle se dit « Mais il est en train de se voler sa vie, ce professeur de médecine ». Et elle lui commence une lettre avec le sel de la vie. Tout ce qui fait une vie, tous les petits bonheurs, mais aussi d'ailleurs les chagrins parfois, parce que c'est ça aussi qui fait la vie. C'est une longue seule phrase, il y a juste des virgules, il n'y a pas de points. Vous pouvez le prendre n'importe où et ça vous réjouit. Oh. Non. Mais ça peut être regarder Meryl Streep et Robert Redford dans Out of Africa au cinéma, mais ça peut être se donner du mal pour quelqu'un. Je trouve que c'est un livre qui rend heureux. Voilà, elle m'a rendue bien plus intelligente que je ne suis, Françoise Héritier. Ça se met dans la poche ?
Et ça s'offre à tous les gens qu'on aime. Et ça coûte pas cher. Et Merci. ça coûte pas cher, c'est chez Odile Jacob. Merci. On va vous parler de ces qu'on met sur les yeux. Vous savez, ces masques aussi d'argile. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des choses qui sont totalement dépassées. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Ça, c'est la bonne question. Vous arrivez effectivement de manière impromptue et que vous voyez la personne, le monsieur ou la dame avec ces choses-là sur le visage, vous vous demandez ce qu'ils font. Alors le rituel des masques de beauté, alors maintenant ça devient assez spectaculaire avec des ingrédients alors qu'on ne peut pas imaginer. Par exemple, de la tourmaline, c'est une pierre précieuse, par exemple, de l'or 24 carats, des choses assez magnétiques. Et puis surtout, les masques aujourd'hui, ce sont des masques que l'on pose sur le visage. Oui. Donc vous avez des masques en caoutchouc, des masques en biocellulose. On connaissait les masques tissus, ou le charbon, ou encore, voilà, ça c'est les masques tissus. Donc peut-être, effectivement, vous avez déjà eu la surprise de découvrir une personne avec un masque comme ça. Il faut quand même prévenir en disant, voilà, je suis dans la salle de bain, je vais me faire un masque, parce que sinon on peut vraiment faire peur. Mais en tout cas, les masques, William, font le buzz sur les réseaux sociaux. C'est devenu vraiment incontournable. C'est vraiment un rituel beauté. Avant, c'est vrai que c'était plutôt le masque que l'on posait. On mettait on se le fabriquait soi-même, et puis c'était pas très agréable. Là, c'est très. Oui, les escalopes. Pour les yeux beurre noir. Oui, mais on peut se les mettre aussi. Moi, j'ai lu dans les chaussures aussi. Les danseuses de cabaret mettaient ça dans leurs chaussures. Et effectivement, une escalope cachère, parce qu'il n'y a pas de sang. Et comme ça, elles n'avaient pas mal aux pieds. Voilà, mais on peut se les mettre. Oui, c'est vrai. Il faut demander des escalopes cachères. Il n'y a pas de sang comme ça sur vous. En tout cas, c'est encore les Coréens, les Coréennes, les marques coréennes qui font le buzz avec des masques incroyables. Je vous propose de les découvrir. Regardez. Le masque est quelque chose d'important parce que dans le rituel beauté d'une femme, ça permet d'avoir une concentration d'actifs très rapide en 5, 10, 15 minutes. Chez Sephora, depuis déjà 2013, nous avons lancé ces masques nouvelle génération en tissu dans notre propre gamme, avec, en fonction des saisons et des envies, des masques pour les lèvres, pour les yeux, pour le nez, pour les mains, pour les pieds, avec toujours un ingrédient prioritaire qui est tiré de la nature. L'algue, l'aloe vera, la perle, le lotus. Et en fonction de cet ingrédient, eh bien, je vais pouvoir hydrater ma peau, je vais pouvoir la matifier, la purifier, la détoxifier. On est allé chercher notamment en Asie une 3e génération de masques en caoutchouc. Vous apportez à la peau avec un sérum l'ensemble des actifs et ensuite, comme un modelage, le caoutchouc va se caler sur votre peau et va permettre d'avoir un effet un peu occlusif et faire pénétrer l'ensemble des actifs. Une nouvelle tendance aussi sur un masque magnétique avec la marque Dr. Brandt, c'est le masque charbon. Il y a 2000 ans, on utilisait déjà les aimants pour venir soigner. Et bien là, c'est une façon de soigner la peau. Avec ces microparticules de fer, eh bien, on va pouvoir détoxifier la peau, attirer l'ensemble des impuretés à l'extérieur de la peau et par un effet de champ de force magnétique, venir remodeler la peau, lui redonner de la densité. Au-delà du ludique, Tony Moly, c'est une marque avec des vrais ingrédients et des vrais résultats beauté. Un masque tissu qui se fige comme un masque d'argile, par exemple, qui permet de désincruster la peau et d'avoir vraiment un effet détoxifiant. Et puis un autre masque, le charbon au contact de l'air va créer une fine mousse qui va être massée, donc c'est vraiment un moment de spa à la maison, et qui va permettre là aussi d'enlever les impuretés, de resserrer les pores. Avec la marque Skin Food, on va utiliser tous les bienfaits de la nature. Le cranberry, la coco, la pastèque. Là aussi sous forme de masque tissu, pour redonner de l'hydratation ou un côté anti-âge à la peau.
L'avantage de ces masques, c'est que ce sont des unidoses. Et donc, je vais pouvoir un jour faire de l'hydratation et me rendre compte que j'ai fait la fête et que j'ai besoin d'avoir un petit coup de booster de ma peau. Et je vais pouvoir prendre un autre masque le lendemain pour donner un côté illuminateur à ma peau. C'est bien ces masques-là. Oui. Il faut le garder combien de temps? Entre 15 et 20 minutes. Mais en plus, ce qui est bien et ce qui est nouveau, ce sont des produits nomades. Les produits nomades, ce sont des unidoses. Donc, du coup, c'est vrai que vous pouvez les acheter à l'unité. Donc, c'est pas très cher. Ça démarre à 2,50 €. Parce que si vous ne mettez pas le masque, on le voit bien, elle l'étale sur sa peau, ça devrait suffire. C'est pas nécessaire Mais d'appuyer. si, c'est bien parce que, par exemple, le masque en caoutchouc, ça va compresser le produit, ça va vraiment l'isoler et ça va bien imprégner le produit dans la peau. Donc vous repulpez davantage. Et un quart d'heure suffit. Un quart d'heure suffit et en plus vous enlevez le masque tissu par exemple ou cellulose et après vous n'avez pas à rincer votre visage, vous massez le produit, l'excédent de produit et là vous avez ça vous fait une crème de nuit par exemple. Il vaut mieux mettre ça le soir? Il faut mieux faire ça le soir quand c'est vraiment pour repulper. Et c'est vrai que c'est facile. Prévenez William... autour de vous quand même. Non, mais par exemple... La nuit, ça peut surprendre. Oui, vous avez 20 minutes tranquilles. Mais même, vous le mettez avant d'aller cuisiner, par exemple. En préparant le repas, vous avez votre masque. Non, faites pas ça. Non, ça peut... Le reste de la famille. Alors, en tout cas, il y en a pour les mains, pour les pieds, pour le nez, pour... Oui, vous n'avez plus besoin de mettre votre crème et d'enfiler vos chaussettes. Par exemple, vous avez des masques tissus qui sont déjà imbibés et vous les enfilez comme des chaussettes et vous attendez que ça se passe et vous avez des pieds magnifiques, bien avec des peaux bien, des pieds bien hydratés. Oui, parce que c'est magnétique, donc c'est vraiment. C'est magnétique. C'est magnétique, donc c'est la partie. Qu'est-ce que c'est le petit objet qu'elle a? C'est pour attirer. C'est une spatule. Donc du coup, c'est aimanté, on dirait. C'est un aimant et du coup, comme c'est du charbon et il y a une poudre magnétique, c'est vraiment attiré par le. Voilà, comme un aimant. Voilà, c'est très ludique, William. Vous allez essayer tout ça, vous allez voir, vous allez avoir une peau ça marche de pour bébé. Les garçons, bien sûr. On va continuer comme ça jusqu'à 10h. Merci de nous rejoindre, si c'est le cas, dans l'actualité des ventes aux enchères avec Mélanie Griffon. On va s'intéresser à un univers, vous venez d'entendre le pompier, oui, parce que c'est celui des pompiers, ça fait rêver. Les petits encore, je ne sais pas, probablement. Oui, les grands aussi, non? Les grands, ah oui, c'est évident. On va découvrir une collection étonnante et atypique. Alors, il y a combien d'objets dans cette collection? Il y a plus de 10 000 objets, William. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est une collection privée qui a été rassemblée pendant plus de 60 ans par un homme, Marcel Alves, qui est en fait bien plus qu'un collectionneur. C'est un historien, on pourrait même dire un archéologue de tout cet univers du feu et des sapeurs-pompiers. Parce que franchement, il a passé sa vie à rassembler, à étudier, à sauver de l'oubli des tas d'objets. Il voyageait énormément pour rencontrer... C'est pas simplement des objets qu'il a trouvés en France. Ah non, il voyageait, il rencontrait les pompiers du monde entier, ce qui lui a permis d'ailleurs d'avoir de nombreux objets qui viennent de tous les pays. Et voilà, il s'est constitué cette collection complètement incroyable avec des tas d'objets. On est vraiment... Des voitures aussi? Mais oui, on est... Parce que, en fait, cet homme, Marcel Alves, était aussi un passionné des voitures anciennes. Donc, forcément, il s'est aussi constitué une collection incroyable de véhicules de pompiers. Alors, la plupart datent d'avant-guerre, ça c'est extrêmement rare. Mais il a collectionné aussi tout type d'objets. Les arts décoratifs, les uniformes, les casques, les maquettes, beaucoup de jouets. Et des voitures, des petites voitures? Des petites voitures, vous allez adorer. Mais oui, regardez, nous avons rencontré Metrosna qui sera au Marteau le 14 mai prochain lors de cette vente. Regardez. Dans cette vente, il y a un important ensemble de vrais véhicules de pompiers. Des voitures datant d'avant-guerre jusqu'à des voitures beaucoup plus récentes, des camions exceptionnels. Vous avez aussi les premières machines à vapeur qui permettaient de chauffer l'eau, la faire monter en pression et puis de l'envoyer directement sur le feu. Et ces énormes engins étaient tirés par des chevaux. Évidemment, pour aller sur le lieu de l'incendie, c'était un petit peu long. Dès que la mécanique a fait des progrès, dans les années 14, juste avant-guerre, on a créé ces voitures de La Haye. Mais à l'époque, la modernité, c'était quand même une transmission à chaîne, des roues en bois, une conduite extrêmement complexe, des tonnes d'eau qui étaient à l'intérieur. Mais c'était une grande avancée. Et donc là, c'est la vraie première voiture de pompier. Cette collection est impressionnante par son volume. Marcel Alves a collectionné une échelle énorme. Par exemple, pour les casques, il en a au minimum 300. Pour les pucelles, il en a 5000. Pour les miniatures, c'est pas loin de 5000 également. Il a vraiment accumulé en masse, pendant 60 ans, toute cette collection.
La collection de casques est très impressionnante parce qu'on y trouve des casques qui datent du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Ce qui différencie les casques sont bien sûr leur matière. Les Japonais, c'est du bambou. Les Anglais, c'est du liège. Les Américains, c'est du cuir bouilli. Nous, c'est de la tôle. Et les insignes sont différents pour chaque pays. Le collectionneur avait une affection particulière pour les pompiers américains en général, puisque là-bas, il considère que les pompiers sont de véritables héros. Il a également dans sa collection un très grand nombre de casques français. Cela part des casques d'Empire jusqu'à nos jours. La pièce la plus ancienne de la collection de Monsieur Alves, c'est le casque japonais, qui date d'environ 1650, qui est fait en bambou tressé et en toile. C'est assez exceptionnel et les décorations sont très sobres. Plus vous étiez riche à l'époque, plus vos décorations de casques étaient importantes. Donc on imagine que ce pompier n'était que de conditions modestes. Il y a également de nombreux jouets. Cela va de la miniature classique, Dinky Toys, No Rêve, Corgi ou autres, à des maquettes qui ont été spécialement faites à la demande de Monsieur Alves pour lui, par un maquettiste qui se nomme Jean-Pierre Hartmann, qui est un véritable poète dans son art particulier. Cette pièce est une pièce unique qui représente une tour Eiffel de 3 étages désarticulée, en flammes. Ce sont des maquettes qui ont été faites pour la plupart en tôle. Ce sont souvent des pièces musicales. Une certaine poésie s'en dégage. Pas mal, ça. 10 000 objets. Ouais, c'est fou. Hein. On ne savait même pas où mettre nos pieds dans ce... Il avait 2 musées complètement remplis, des petits musées privés. Il s'était fait ces petits Alors, musées. il y a des costumes Il y a des tonnes d'uniformes. Vous avez vu les casques, les petites pucelles, là, les insignes qu'on mettait sur les vestes. Enfin, il y a vraiment de tout, tout ce qui pouvait. Il y a tous les prix. Regardez, vous savez ce que c'est, ça? Une gourde. C'est l'ancêtre de l'extincteur. Ça date du 19e. Et c'était une grenade. C'est une grenade extinctrice que l'on jetait dans le feu et qui, elle se cassait dans le feu et elle est remplie d'un liquide qui éteignait le feu, vous voyez. Et il y a encore le liquide d'origine, ça c'est très rare parce qu'elles étaient destinées à être cassées, bien sûr. On a l'impression d'une bouteille de pastis. Mais oui, vous avez vu ça. Voilà, ça c'était l'extincteur dans les années 1800, à la fin des années 1800, quoi. Et puis, vous avez vu tous les jouets aussi. Là, il y a ces petits jouets. Quoi, non? Comment ça, non? Si, la bouteille, anis. Mais non, arrêtez, c'est vrai. Mais pas vu. Enfin, anis. Faites voir. Mais non, ils mettaient pas ça. Si, c'est marqué mais anis. C'est dans une bouteille anis. Mais vous avez vu, elle est très belle, la bouteille. Alors, je ne sais pas. C'est ça, c'est les pompiers. Denis, les pompiers. Ça me rappelle toute mon enfance, c'est mon mais bilan. Mais non, c'est ville. C'est pas marqué ville, plutôt, regardez. C'est marqué, c'est marqué ville. Ça doit être le nom. Non, c'est le nom de l'anis. Mais non, c'est marqué ville. Anis Villéna. Villéna. Bon, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé cette bouteille très belle et j'ai trouvé ça très drôle, ce petit extincteur. Ah ouais, c'est beau, ça. La vente a lieu le 14 mai prochain. Merci beaucoup, Mélanie. Bon, on a parlé yoga tout à l'heure, ça tombe bien avec Julia Duweb, puisqu'elle vous présente ce matin, c'est une tendance. Alors, ça a un rapport avec le sport ou pas? C'est un rapport avec le yoga. Ouais. Il y a beaucoup de tendances, de petites choses inspirées du yoga qui font fureur sur Internet et aux États-Unis. On avait parlé du doga, qui était le yoga avec un chien, et ce qui fait fureur en ce moment dans le genre loufoque. Le doga, ouais, on en avait parlé. Mais bon. Et là maintenant, ce qui fonctionne très bien, c'est le goat yoga. C'est un rapport avec les chèvres, William. Vous allez trouver ça assez dingue. Mais du coup, on se retrouve avec des chèvres. On se retrouve avec des biquettes qui se baladent dans Los Angeles, comme ça. Oui. Simplement parce qu'elles vont à leur cours de yoga. L'idée, c'est vraiment de se faire une petite retraite parmi les biquettes et de faire du yoga avec les chèvres. C'est pas une blague, ça vient évidemment des États-Unis. Mais c'est bon pour qui? C'est bon pour la chèvre ou pour la dame? C'est bon pour ceux qui font du yoga. Regardez un peu ce que ça donne. C'est complètement dingue. Il paraît que les chats apaisent les esprits, mais apparemment, ça marche aussi pour les petits chevreaux. Okay. Donc voilà, l'idée, c'est de faire des exercices parmi les chèvres. Regardez. Parmi les chèvres? Et c'est un carton. Non. Si je vous en parle, c'est que c'est une tendance qui fait fureur sur les réseaux sociaux, sur blague. Instagram notamment, et dans les cours de yoga de Los Angeles. Il y en a partout. Ça, c'est le professeur de yoga Voilà, avec chèvre. son petit t-shirt avec sa chèvre et tout ça, la totale, quoi. Très bien. Et alors, la chèvre est là, elle vous lèche les pieds? Oui, exactement. Non, elle ne fait pas la position de salutation au soleil, elle est juste là pour la déco, quoi. Mais apparemment, ça apaise les esprits. Et elle fait quelque chose, la chèvre? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait je sais pas. Elle fait puis c'est basta, quoi. Elle est là, quoi. Intéressant.
Qu'est-ce qu'on en Il faut- fait entre deux cours Ah, c'est un sujet de fond. Eh ouais, mais il faut être en Californie, sinon ça ne marche pas. Hein. Ouais. Ouais, je crois. Hein.